nous avons autour de la table une diversité sociologique d'acteurs, des ONG, des associations, des coopératives de production et un établissement de recherche en la présence de Sylvain Perret qui représente le CIRAD. Le CIRAD étant évidemment, je le dis ici sans fanfanterie, mais c'était un fait historique, l'un des deux premiers partenaires de recherche qui accompagnait la structuration de l'Alliance avec l'INRA. Donc sans le CIRAD et sans l'INRA, je le dis ici, l'Alliance, dans ce qu'elle voulait incarner comme proposition et pari de la coproduction n'aurait pas été possible. Donc je remercie vraiment Sylvain d'être ici. Je remercie aussi Moussa Mbaye, secrétaire exécutif d'ENDA, avec qui on chemine maintenant depuis 11 ans. Le temps passe vite. Maintenant, tu portes des lunettes. J'ai appris ça tout à l'heure. Et donc, Noémie de Grenier de Copanam. Peut-être que... Oui, t'as ton panier. Et j'excuse Alain Verretz, qui est le directeur général de la recherche et de l'innovation du ministère de la Recherche, parce que depuis samedi, il y a une délégation singapouro-hongkongaise qui est arrivée au ministère, ce qui n'était pas prévu, parce que manifestement, l'agenda du gouvernement... évolue assez vite, d'après ce que je peux saisir. Donc je vais passer, si vous le voulez bien, de suite la parole à Moussa Mbaye, d'Enda Tiers-Monde, et je vais donc désormais passer le micro à chacun d'entre vous. Mon cher Moussa, la parole est à toi. Merci beaucoup, Lionel. Bonjour à tout le monde. Comme Lionel l'a précisé, je suis Moussa Mbaye, je viens du Sénégal et je suis secrétaire exécutif du réseau international Enda Tiers-Monde. Donc, je remercie Lionel et tous les co-organisateurs pour nous associer à cette initiative et aussi nous donner la parole aujourd'hui. Je voudrais peut-être profiter de ce temps de parole pour rapidement expliciter un peu du point de vue de Enda Tiers-Monde comment dans notre trajectoire la question de production de savoir et de participation ou de co-construction dans ce domaine, elle est centrale dans notre mission et dans tout ce que nous faisons en vue du changement, et également l'illustrer par des aspects de spécificité du contexte africain, et en même temps peut-être indiquer pour finir quelques pistes sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Pour ce qui concerne Enda Tiers-Monde, j'ai rencontré ici des gens qui connaissent Enda d'ailleurs avant moi-même, puisque c'était il y a 35 ans ou 40 ans, me disent-ils. Donc c'est une organisation internationale qui est née au Sénégal et qui a la particularité, peut-être dans le lot des organisations non gouvernementales internationales, d'être née au sud, dans les quartiers populaires de Dakar, et d'avoir essaimé après jusqu'en Amérique latine, jusqu'en Asie. Donc c'est une organisation qui porte beaucoup une identité, une vision du Sud, et qui est connue et reconnue, je dirais, dans les quartiers, dans les zones les plus inaccessibles avec les groupes marginalisés, tout en ayant une présence à toutes les échelles, au niveau collectivité locale, au niveau pays, au niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine, jusqu'aux Nations Unies où nous avons un statut consultatif général. Ceci nous permet en fait d'articuler les niveaux opérationnels, stratégiques, politiques dans l'action d'Enda Tiers-Monde. Et Enda Tiers-Monde est né donc dans les années 70 d'un cheminement d'intellectuels complices qui pensaient que les blocages du développement devaient être, qui nous ancraient dans des logiques d'approfondissement, devaient être rompus. Et il fallait que ces intellectuels, qu'on appelait des chercheurs aux pieds nus, fassent cette rupture pour aller vers les populations dites pauvres, en partant de l'idée que disait Joseph Kizerbo, qu'on ne développe pas, on se développe. Donc comment accompagner ces populations-là à partir de leur propre logique pour qu'elles trouvent leur voie dans ce qu'on appelait le développement. Et Enda est né de ça, et sur le principe aussi selon lequel on ne peut pas assurer le développement sans une prise en charge adéquate des questions environnementales, et qu'en même temps, réciproquement, on ne peut réaliser les objectifs de préservation de l'environnement en ignorant les questions liées au développement, en particulier donc la pauvreté et les inégalités.
Ce faisant, Enda a postulé que ce cercle vertueux se constitue en travaillant à la régulation de la société, dans ses volets politiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux, et surtout en y associant pleinement les personnes et les groupes qui sont concernés. Ce qui fait donc qu'Enda a toujours eu le souci d'une démocratisation du savoir et de la promotion d'un pluralisme dans ce cadre. Et conscient de cela donc, nous avons toujours travaillé à œuvrer à réhabiliter de façon sociale, du point de vue social et économique, mais aussi politique, ces populations pauvres et exclues des espaces et des systèmes de gestion et de décision, quelle que soit l'échelle, communauté, nation ou région. Donc nous travaillons pour renforcer le protagonisme dans la société de des populations pauvres. Très rapidement sur cette trajectoire-là, ça nous a amené donc à, je ne peux pas le développer, à travailler, disons, dans des recherches avec les pauvres, dans des recherches qui sont faites par les pauvres, donc avec la notion de recherche, action, formation, jusqu'à ce qu'on appelait la politisation des recherches populaires, où nous essayons à partir de l'expérience, en disant que toute situation d'expérience est une situation éducative, comment les acteurs peuvent identifier les enjeux, qu'ils soient liés à la globalisation, qu'ils soient liés aux politiques publiques, qui influent leur propre destin et devenir capables d'avoir une maîtrise de cela pour travailler à leur propre pratique. Ceci nous a amené donc à revoir aussi notre propre démarche dans le développement. On n'a pas hésité à parler d'un échec du développement, au sens où après 30 années d'investissement avec des actions d'ordre technique, d'ordre social ou autre, on voit que ça change, mais ça ne change pas. La pauvreté ne recule pas, ceux qui étaient exclus le sont sous de nouvelles modalités, malgré les différentes transformations. Et donc, nous avons investi ce qu'on a appelé le dialogue politique populaire, ou les perspectives et dialogue politique populaire, dans la mesure où il s'agit de, comme je le disais, de donner aux acteurs qui sont dans des filières, qui sont dans des bidonvilles, la capacité de les accompagner à se donner la capacité, disons, d'analyse de leur contexte, d'identification des enjeux et de projection dans le futur, pour que la participation dont on parle ne soit pas simplement une participation octroyée ou un faire valoir, comme cela se passe souvent dans nos pays. Pour dire donc que la question de production du savoir, elle est essentielle dans cette mission que nous nous donnons, d'accompagner les populations dans le changement, au sens où les situations qui sont vécues sont le produit d'un ordre social, et cet ordre social lui-même est posé, reproduit, justifié également par une certaine institutionnalisation dans la production du savoir. Et j'en viens là à tous des éléments de notre contexte pour savoir que dans les pays du Sud africain dans lesquels nous intervenons, mais aussi en Asie et en Amérique latine, mais surtout en Afrique, l'institution étatique comme l'institution scolaire sont d'origine exogène. Elles sont donc venues s'imposer aux acteurs de la société et produisent un certain ordre social. Je donnerai rapidement un exemple sur ça. Si on prend l'école sénégalaise, malgré qu'elle était d'origine exogène et ignorait les contenus, les réalités locales, elle marchait très bien tant que l'État pouvait utiliser tous les sortants de l'université et de l'école. Ils avaient un travail, ils avaient une fonction et pouvaient reproduire cela. Mais dès que cela n'a plus été possible avec les politiques d'ajustement, on a vu l'école tomber en crise. Et s'est produit voir qu'il y avait un manque de pertinence, un manque de fonctionnalité dans ça. Quand cela a eu lieu, on a formé, on a utilisé les sortants de la faculté d'économie en disant on va leur donner des financements et ils vont investir le milieu de la boulangerie.
parce qu'ils avaient la bonne formation et allaient rapidement révolutionner ça. Mais ils se sont rapidement étalés par terre et ont été dominés par ceux qui n'étaient pas à l'école, qui étaient dans l'économie dite informelle. Donc pour dire qu'il n'y a pas cet ajustement fonctionnel entre les institutions et l'histoire dans notre société. Et ce décalage-là, nous le vivons dans la mesure où les concepts qui sont à la base des politiques publiques, justement, sont issus de ces institutions-là et à partir d'un certain mimétisme ou d'un suivisme de ce qui se fait au niveau de l'ONU ou de la Banque mondiale. Je cite donc quelqu'un qui disait « La dépendance des économies africaines vis-à-vis des institutions financières et de développement bi- et multilatéral est bien documentée. Leur dépendance vis-à-vis des idées et concepts de développement les moins, alors qu'elle produit des effets beaucoup plus nocifs. Des concepts tels que doing business, résilience, stratégie de croissance sont produits à intervalles réguliers par des boîtes à idées, think tanks, étrangères, et sont censés contenir des formules par lesquelles le progrès est mesuré, évalué ou attesté. Ces formules et concepts servent ensuite de socle intellectuel sur lesquels les États développent la planification dans les secteurs économiques. Après, on va l'appeler Plan Sénégal émergent, ou Ghana 2020, ou Côte d'Ivoire 2040, et servent de base de justification aux politiques publiques. Donc, l'enjeu pour nous, que l'Afrique mesure produit ses propres idées et participe au mouvement mondial de production des idées est une tâche de première importance. Parce que derrière toutes ces idées, ces concepts qui concernent aussi les ONG, se cachent des idéologies et des conceptions de développement. Ou à tout le moins une autre culture qui a un autre rapport au temps, qui a un autre rapport à la technologie et qui continuera à déstructurer nos sociétés. C'est aussi pour nous un enjeu de participation, disons, enfin de maîtrise de notre avenir. Si on regarde les pays africains, elles investissent à peu près 0,5% de leur PIB dans tout ce qui est recherche. Et le monde qui advient, qui va mettre l'accent sur l'économie de la connaissance, fera que même si nous faisons des efforts avec nos agriculteurs pour développer, disons, les agricultures familiales ou autres, nous allons vivre en décalage avec un monde où c'est les technologies, où c'est la recherche qui va produire de l'innovation et qui va produire un positionnement au point de vue économique. Donc pour nous, l'enjeu de la réflexion sur le rôle de la recherche dans nos sociétés, c'est aussi ça. Mais c'est aussi un enjeu qui ressort de ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que du point de vue même de la production des idées, il y a une certaine verticalité qui vient de loin dans ce processus historique et qui faisait que c'est dans ces universités ou dans les centres de recherche qu'on fait les recherches sur les semences, qu'on fait la recherche sur la façon de cultiver. Et après, il y a un modèle diffusionniste qui s'imposait et qu'il fallait mettre à la disposition des producteurs et des paysans, qui ne marche pas, qui n'a jamais marché. Donc, revoir le lien entre, disons, les acteurs de la société, qu'ils soient des producteurs ou des acteurs des collectivités locales, c'est pour nous aussi un enjeu que cette recherche-là se fasse à partir des besoins, des priorités et des réalités de ces acteurs. J'ai donné aussi l'exemple la dernière fois à Strasbourg de Ebola, qui n'est pas un phénomène nouveau, mais où il n'y avait aucune recherche sur 35 ans faite par nos pays. De la même manière, la recherche sur les OGM se fait à partir de variétés et autres qui sont dans des pays aux États-Unis et autres, et pas par rapport à nos propres réalités. Donc cet enjeu-là de réinvestir la recherche à partir des dynamiques, des réalités et une mise en lien des acteurs, c'est aussi pour nous un enjeu important dans ce qui va être discuté ici. L'enjeu également de transformation des modes de vie et des politiques publiques qui permettra de faire face aux crises majeures que nous vivons aujourd'hui. C'est la crise écologique, c'est aussi une crise économique
sociale et politique, celle de la démocratie, donc de la représentation, pour nous commande que l'on revoie également la façon dont le savoir est produit, les connaissances également partagées et discutées entre tous les acteurs de la société. C'est aussi l'enjeu de la résolution de l'équation du vivre ensemble, qui impacte beaucoup sur le monde d'aujourd'hui, dans le respect de la pluralité des cultures, des croyances, mais pourtant dans un consensus minimal sur ce qu'est la dignité humaine et sur ce qu'on doit de façon inconditionnelle à tout être humain et à toute créature sur cette planète. C'est bien sûr l'enjeu de la fin des inégalités criardes et injustifiables au sein de nos sociétés, mais aussi entre le Nord et le Sud, entre pays et entre continents, et pour prendre place, je l'ai dit tout à l'heure, dans le monde qui advient, en n'étant pas seulement consommateur d'idées, de sciences, de techniques et de technologies, mais aussi producteur et partenaire respecté du reste du monde. Sur la base de ce contexte et de ces enjeux très rapidement mentionnés, je voudrais terminer pour dire les pistes sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Donc ce n'est pas pour rien que depuis 2007, nous cheminons avec Lionel et les autres autour du réseau international des universités ouvertes et citoyennes, puis de la mise en place de Alice et d'autres rencontres, parce que nous pensons que cette interaction entre l'université et la société, elle est vitale pour nous à faire en sorte que dans nos sociétés, il y ait une pensée stratégique au niveau des acteurs et des politiques, mais une interaction dans les deux sens, qui valorise le savoir produit avec la méthode scientifique comme une source d'inspiration pour nous sur les modes de vie, sur les politiques publiques, à côté des pratiques et des savoirs issus de la pratique, issus de l'expérience, et à côté des savoirs locaux ou des savoirs traditionnels. Donc nous travaillons dans ce sens-là à ce qu'il y ait un agenda africain pour augmenter le niveau de réflexivité qui concerne les associations, les ONG, les institutions universitaires, les collectivités locales et les administrations, sur ce que nous sommes en train de faire et comment advenir à de véritables transformations. Parce que le rôle des ONG, souvent, on se réduit à un rôle technique dans les appels à propositions où nous mettons en œuvre justement des choses qui relèvent du contraire de ce que disent les dynamiques. Donc cette réflexivité pour nous, elle est importante et c'est dans ce lien dynamique qu'on peut l'espérer. Mais c'est là aussi où on peut arriver au caractère transformateur de l'agenda 2030, qui s'intitule « Transformer notre monde ». Programme pour le développement durable à l'horizon 2030. Donc ce caractère transformateur, pour nous, cela veut dire qu'il faut revenir aux questions de sens et voir comment on peut agir sur les mécanismes. Nous avons fait la distinction entre deux types de transformations, des transformations dans les situations, le nombre de puits qui ont été creusés, le nombre de personnes qui ont accès à l'électricité solaire ou d'une autre origine, et des transformations qui touchent au fonctionnement de la société. Donc nous avons lancé une recherche-action sur les indicateurs de changement qui montrent qu'il y a une véritable transformation et pas la même chose autrement. Nous travaillons toujours dans ce sens-là à une initiative qu'on a appelée le RASA, le rapport alternatif sur l'Afrique, constatant justement qu'il y a une cinquantaine de rapports sur l'Afrique qui sortent chaque année et qui nous donnent le là pour où on doit aller en termes de développement et qui influencent nos politiques publiques. Donc nous avons ouvert un chantier où il faudra voir comment on peut aller à la recherche des transformations réelles en Afrique qui montrent quelles sont les dynamiques sociales, les dynamiques réelles, pas sur la base des concepts qu'on a empruntés, mais à partir de la réflexion des Africains eux-mêmes. Donc, comment refaire la centralité des Africains dans le discours sur l'Afrique, sans tomber dans de l'essentialisme, mais aussi sans être dans une extraversion systématique. Et ce qui innove aussi, parce que ce rapport-là donne la parole, certes aux experts, aux chercheurs, nous travaillons avec le CODESRIA, mais aussi à tous les citoyens dans les différentes organisations, avec ce qu'on a appelé le Wiki Africa, qui permettra de faire ensemble le point sur
dans les différentes régions africaines sur quel est le véritable état des lieux de l'Afrique, tel que nous le vivons nous-mêmes et tel qu'ils travaillent les acteurs, quelles sont les transformations et comment on peut se projeter dans l'avenir. Donc c'est aussi pour nous un élément important. Et finalement, aussi nous travaillons à la valorisation au niveau institutionnel des partenariats université-société. Lionel en a parlé, la société civile et les collectivités locales, donc dans des collaborations avec les structures universitaires en élaborant ensemble, par exemple, des masters sur l'économie sociale et solidaire ou sur l'agroécologie, où on valorise à la fois les savoirs et les issus de l'expérience des entités d'État, mais aussi le travail au niveau des universités. C'est aussi des partenariats avec les structures de recherche. On a un partenariat, par exemple, avec l'IRD dans ce même sens-là, pour faciliter les interactions dans les deux sens entre ces différentes catégories d'acteurs et en lien avec les collectivités locales. Voilà, je vais m'en arrêter là, en espérant peut-être avoir pu donner une idée assez claire de comment nous voyons cette problématique à partir de Enda Tiers-Monde et du Sud, l'état de nos réflexions là-dessus et les quelques directions de travail que nous privilégions aujourd'hui. Merci. Oui, bonjour. Donc, moi, je voudrais donner 3 petits coups de projecteur sur 3 des sujets qui ont été abordés et qui sont, je pense, au cœur d'Alice. Le premier, c'est un peu une préhistoire, celle du GRET, qui correspondait à une construction qui répondait exactement à... Quand j'ai lu le livre blanc, j'ai cru que je revivais cette histoire-là. Le deuxième, c'est autour d'une notion que j'appellerais le gaspillage intellectuel, qui est très facile à appréhender à travers la manière dont on traite les travaux d'étudiants et les étudiants eux-mêmes. Je pense qu'on a une loi sur le gaspillage alimentaire, on pourrait en avoir une sur le gaspillage intellectuel, et ça pourrait prendre différents sous-sujets de cette grande question. Et puis, je voudrais aussi dire un petit mot sur la transition ou les transitions. Je pense que bon, le dialogue ou l'interaction entre ces deux mondes prend tout son sens si on projette cette relation dans une dynamique avec une boussole qui permet d'avoir des choses à construire ensemble. C'est pas juste échanger ses savoirs avec les autres, c'est aussi mettre cette relation dans une dynamique où on ne sait plus trop qui fait quoi d'ailleurs, mais on a ce grand objectif commun de la transition ou des transitions. Moi, je suis plus à l'aise avec la transition agricole et alimentaire. Alors, peut-être un mot sur le GRET. Ça recoupe un peu mon histoire, mon début d'histoire professionnelle, puisque j'ai atterri au ministère des Affaires étrangères, qui avait la charge de la coopération pour tout ce qui n'était pas l'Afrique francophone. Donc un gros paquet. Il y avait 900 coopérants dans l'agriculture quand je suis rentré en 73, début 73, c'est-à-dire beaucoup de monde. Évidemment, il y avait beaucoup de professeurs qui étaient restés comme anciens agents des prétectorats d'Afrique du Nord ou d'autres colonies, mais il y avait quand même beaucoup d'agronomes de terrain qui faisaient des choses très intéressantes. Et donc, bon, j'étais seul de mon espèce, je pense même seul à avoir fait un peu de mathématiques. 900 coopérants, une vision extrêmement classique du travail, ça recoupe ce que vient de dire Moussa, c'est-à-dire rayonner, faire rayonner la France, faire du transfert de technologie, etc. C'est-à-dire un peu quand même une contradiction avec ce que devrait être la coopération, c'est-à-dire quand même apprendre de l'autre, voir ce qu'il est, voir comment il travaille, comment il produit, voilà, quelles sont ses réponses aux différents problèmes, et donc quelque chose de très unilatéral. Et donc, évidemment, moi j'avais 26 ans, j'avais en face de moi au ministère de la Coopération 17 ingénieurs généraux de toutes sortes des vétérinaires, des agros de toutes sortes de familles. Voilà, donc j'ai bien tout de suite vu que j'arriverais pas tout seul à faire grand-chose. Et donc on a imaginé un truc qui était en fait une plateforme
une plateforme qu'on a progressivement appelée le GRET, qui s'est structuré comme association, mais plus tard, et qui était un outil d'interaction avec les coopérants, mais aussi un outil d'interaction avec les différents milieux, monde académique, et aussi les ONG. Donc ça marchait, il y avait des cellules mixtes. Par exemple, il y avait une cellule avec l'école des industries agroalimentaires, l'NCA, qui s'appelait Altercial, déjà le mot alter était dedans. Une cellule sur les énergies nouvelles, déjà. Moi, je sortais de la campagne de Dumont, hein, c'est mon professeur. Avec les écoles d'ingénieurs de Marseille. Il y avait une cellule santé, une cellule habitat, une cellule zone aride, on avait trouvé ça. Voilà. Et donc ces cellules avaient une fonction qui était mixte, donc entre l'administration, les associations et puis des académiques, avaient une fonction d'observation. On demandait aux coopérants d'observer ce qu'ils voyaient dans différents domaines. Le thème général, c'était à l'époque les technologies appropriées, c'est-à-dire que c'était une manière aussi de nier l'histoire du transfert de technologies. C'était la partie française d'un mouvement assez international. Il y avait les Anglais qui avaient ITDG. Il y avait eu un livre qui avait fait référence en Angleterre qui s'appelait Small is Beautiful. Il y avait Tool en Hollande, il y avait Vita aux États-Unis, et puis il y avait Lenda, effectivement. On commençait à travailler avec Bunicourt à l'époque. Voilà, donc sur ce thème qui était donc iconoclaste par rapport à la doctrine générale du ministère. Bon, mais c'était pas grave d'être iconoclaste parce qu'on n'était pas franchement dangereux. Moi, je vous dis, j'étais tout jeune. Et puis, le ministère de la Coopération était roulé en TGV avec tout son FAST, son FAC, ses procédures de financement facile, etc. Donc, ça a grandi tranquillement. Donc, observer, capitaliser déjà ces fonctions-là. Et puis faire une sorte d'animation de tout ce monde, en tout cas ceux qui voulaient bien être animés, avec un outil central qui était le fichier encyclopédique du développement, on avait appelé ça comme ça, qui était effectivement souvent encyclopédique des technologies. Et donc il y avait un modèle de standardisation de l'info, les coopérants devaient envoyer ce qu'ils voyaient, et puis, ou des scientifiques, enfin tout le monde. Et ce fichier encyclopédique, il a eu un certain succès. Et puis, l'association elle-même, GRET, a été créée pour justement qu'elle puisse aussi servir le ministère de la Coopération, parce que c'était exclu que, venant des affaires étrangères, on donne un outil à la coopération. Donc voilà, on a créé une association. Et puis, cette association donc, avait des ministères à son CA, des institutions qui animaient les cellules, des institutions académiques, et puis un certain nombre d'associations. Voilà. Donc c'était au fond une vraie médiation entre plusieurs mondes. Le ministère de la Recherche, en 1981, a donné 12 postes de l'enveloppe recherche au GRET, c'était formidable, puisqu'on ne cherchait pas à avoir de l'argent sur appel à projet, puisque sans ça, on aurait été en compétition avec nos partenaires. Voilà. Et donc, ça a été un grand succès. Il y a eu, un gros succès d'estime lors de la conférence des Nations Unies à Vienne sur la recherche. Je crois que c'était en 1979. Et puis avec le changement de gouvernement en 1981, ça a complètement investi le ministère de la Coopération par le cabinet. Moi, j'étais nommé au cabinet. Et ça a imbibé les politiques. Mais ça a été très très fort, à tel point qu'on a assez rapidement dit qu'il faut supprimer le ministère de la Coopération. C'est-à-dire que le ministre de la Coopération lui-même disait qu'il faut supprimer le ministère de la Coopération. C'est ce qui a commencé à être fait. Alors là, ça devenait assez sérieux. Donc il y a eu évidemment des bagarres absolument épouvantables. Et le ministre a été renvoyé donc, fin 82. Donc ça, c'était un des résultats, et puis tout a été bloqué. Et le GRET a été considéré comme le ferment qui avait pourri le monde de la coopération. Donc le GRET a eu 3 audits successifs, l'inspection des finances, la Cour des comptes et puis une audit scientifique. Ces 3 audits n'ont rien donné de ce qui était cherché, c'est-à-dire des magouilles financières. Par contre, ça a disqualifié évidemment le GRET comme médiateur, comme plateforme. Et le GRET, ils ont continué leur vie, mais comme bureau d'études. Bon, c'est dommage. Et en même temps, le GRET, aujourd'hui, c'est 700 fiches de paye. Donc, c'est pas complètement rien. Il y a Yves Lebars qui est là, qui a été président.
quelques années après moi. Voilà, donc ça c'est une expérience, je pense qu'elle est... alors évidemment les 12 postes de recherche sont restés au GRET, vous voyez le truc s'est démantelé pour une question politique en fait. Peut-être qu'on n'aurait pas dû monter au cabinet quand on voyait que on commençait à être au cœur du moteur du pouvoir. Peut-être qu'il aurait valu être plus modeste. Mais enfin, bon, quand vous avez une fenêtre ouverte et que vous pouvez faire quelque chose, en général, en fait, c'est pas mal de l'avoir fait. Puis, de toute façon, le GRET, on l'a retrouvé après. Alors ça, c'est le premier point que je voulais donner comme expérience, j'allais dire préhistorique. Le gaspillage intellectuel. Bon, moi, j'ai eu à travailler aux États-Unis. Et aux États-Unis, je ne sais pas quel pourcentage, mais 70 à 80% de la production scientifique, c'est des doctorants, des post-docs, des pré-docs, etc. Et donc, voilà. Et alors qu'en France, non, les étudiants, ils font un travail académique, ils ont leur diplôme, et puis point, quoi. Si c'est une thèse et qu'elle est bonne, le prof va s'en servir pour son travail personnel et ultérieur, mais ça sort difficilement de ce dialogue assez fermé entre l'étudiant et son professeur ou quelques réseaux proches. Bon, donc, alors les masters, c'est encore pire. Les masters, les mémoires de master servent vraiment à rien. Et donc, sinon, avoir le diplôme... bon. Et donc, c'est quand même un gaspillage considérable. J'exagère, là, je parle à des profs. Hein, je ne devrais peut-être pas parler aussi nettement, mais... Bon, il y a quand même un gaspillage considérable. Et donc là, c'est une expérience que j'ai commencé, moi, il y a 10 ans avec Sciences Po à Paris, où on a monté une procédure qui s'appelle les projets collectifs. C'est-à-dire qu'il y a 4 ou 6 étudiants de Sciences Po, master, à qui on donne un sujet et qui le font de manière assez professionnelle. Ils ont toute l'année pour le faire. Et finalement, quand le sujet est pertinent, quand on le suit, quand on sait que, quand les étudiants savent que ça va se prolonger, ça va servir à quelque chose, évidemment, ça donne de bons résultats. Et puis, avec Résolis, on a multiplié cette expérience auprès d'un certain nombre de partenaires, l'IEDES, Paris 1, Agrovet, Clermont-Ferrand, AgroCampus Ouest, Supagro en partie, voilà, Lille aussi, Aix-Marseille Université. Et donc c'est toujours un même système. On projette des questionnements plutôt que des sujets. Des questionnements. On a un observatoire derrière qui va recueillir l'information que les étudiants ont pu normaliser. Ils font par ailleurs leur diplôme académique. Je veux dire, on ne retire rien à ça, mais on donne un droit de suite, c'est-à-dire qu'ils vont mettre les éléments qui sont souvent des observations assez locales sous forme d'informations, de fiches, qui va dans l'observatoire et qui, dans certains cas, donne des résultats. En tout cas, c'est une étape qui est proposée aux étudiants, pas à eux, mais à leur travail, de suivre. Bon, voilà. Et donc, on a ce travail est tout à fait positif, en tout cas pour nous. Je pense que pour les étudiants... Alors, le thème général, c'est le thème de la transition, effectivement, dans différents domaines. Donc, moi, je suis la question agricole et alimentaire. Donc, ça suppose, évidemment, pour que ce soit compréhensible, c'est qu'on dise qu'est-ce que c'est que la transition, vers où on va, vers où on veut aller, où sont les lignes d'évolution qu'il faut qu'on fasse ensemble, ou qu'on suive. Et puis on leur demande de chercher, par rapport à ce qu'est cette transition, des expériences très locales qui correspondent à ce qu'on pense de la transition. Donc il y a une sorte de cahier des charges et ils vont chercher des initiatives très locales. Bon, donc dans le domaine de l'alimentation, par exemple, on travaille sur un échelon de 350 initiatives qui correspondent au cahier des charges de la transition. Donc je ne vais pas développer ça. Mais pour les étudiants, le sujet, le fait qu'on consolide un questionnement, donc que leur travail va s'inscrire dans l'observatoire et répondre comme ça apporte des solutions, des micro-solutions à une question assez générale. Donc je pense que c'est que pour eux aussi, on ne les laisse pas dans le micro pur, on essaye de leur faire
réfléchir aux politiques publiques correspondant au sujet, voire aux négociations internationales. Je veux dire, sur ce sujet-là, on n'est pas loin de l'OMC, on est proche aussi des politiques agricoles ou des politiques alimentaires. Je pense que c'est intéressant sur le plan pédagogique. Alors après, et là on est en train de réfléchir à ça, il y a le problème de la publication. Donc il y a un atelier qui va être là-dessus, je crois, voilà, c'est une plateforme informatique. On pourra aussi sortir des numéros par type de sujet. On réfléchit aussi à un certificat qui n'est pas universitaire, mais qui sera donné par Résolis, qui n'aura que la valeur que l'expérience lui donnera, mais qui montre qu'au fond, il y a eu un travail qui a servi, qui est rentré dans une logique d'appui à des acteurs. Voilà. Et puis, également une bourse de sujets pour qu'on puisse élargir les étudiants qui sont susceptibles de rentrer dans cette mécanique-là. Je fais une petite parenthèse parce que j'étais au Sénégal il y a 15 jours et on travaille à l'aval d'une loi. Je ne sais pas qu'est-ce qui a mis ça là-dedans, je crois que c'est Alice d'ailleurs, a mis une nouvelle mission pour l'université, ça s'appelle service aux communautés. C'est-à-dire à côté de... vous devez faire de l'enseignement supérieur, évidemment, vous devez faire de la recherche, il y a comme un troisième pilier, vous devez servir les communautés. Voilà. Et donc, du coup, on s'est saisi de ça. Il y a un réseau d'universités pour mettre des étudiants sur le terrain selon les mêmes genres de méthodes. Au Sénégal. Au Sénégal, oui. En fait, c'est un résew qui est né à Montpellier, qui s'appelle le réseau Phare, et qui au Sénégal s'appelle Farsen. Je pense que c'est à Supagro que c'est né, autour de l'Institut des régions chaudes, là, le CNEARC. Donc cette loi, finalement, elle change beaucoup de choses parce que les professeurs savent maintenant qu'ils vont être évalués aussi sur cette mission-là. Et donc on n'est plus dans une espèce de truc qui est extra-universitaire où il faut prendre les étudiants à part, etc. Non, ça fait partie du cursus et ça ne retire rien à l'enseignement supérieur et en tout cas encore moins à la recherche. C'est clair que ça la sert. Alors le dernier point sur lequel... je vais dire simplement 2 mots pour ne pas être long. Cette histoire de transition, je crois que bon, c'est quelque chose qu'on a tous en commun, ça. Il faut qu'on change beaucoup de choses dans nos modèles. Donc, je crois que la première chose à faire, si on parle de sujets à transition majeure, donc je pense à mon domaine qui est de l'agriculture et l'alimentation. Le système alimentaire, agriculture compris tel qu'il est, a beaucoup d'inconvénients qui sont bien connus sur les problèmes de santé, les problèmes de destruction de ressources naturelles, les problèmes de concentration et de chômage, le problème de destruction de l'identité culturelle, puisque on est sur des modèles d'aliments très standardisés. Donc, à partir de ces difficultés, la transition, c'est de remédier à tout ça, c'est de réancrer, évidemment, le système alimentaire dans les territoires, en partie, au moins, aller dans ce sens-là. Deuxièmement, c'est de lutter contre les mauvaises performances ou les mauvaises externalités des processus de production d'aliments, lutter contre les mauvaises externalités donc environnementales, sociales, culturelles. Et donc, à partir du moment où on dit la transition, ça va être ça devient possible de dire ce qui nous intéresse maintenant, c'est de chercher des réponses locales qui ont été trouvées par des acteurs qui sont déjà en chemin vers cette transition. Parce que la transition, pour nous, c'est pas un discours centralisé qui dit à tout le monde il faut faire ça, point. C'est au contraire un jeu entre des acteurs qui, pour des raisons militantes ou parce qu'ils sont pas bien dans le grand système compétitif et donc ils imaginent un certain nombre de stratégies. Donc c'est ces stratégies d'acteurs locaux qui nous intéressent. Donc on veut les repérer, les analyser, vérifier qu'elles sont bien dans la génétique de cette transition. Et à partir de là, ça devient des acteurs ou des initiatives de référence avec lesquels on peut jouer, soit pour après convaincre des autorités publiques que tout ça existe, et même sur le plan économique survit tout à fait. Et donc, mais ça demande qu'à grandir, à essaimer, à changer d'échelle, etc. Donc on peut
par la preuve, je dirais, locale, évidemment, influencer des politiques publiques et également se servir de ces expériences pour faire une campagne en direction des consommateurs qui sont, dans le domaine de l'alimentation, des maîtres du jeu. C'est-à-dire c'est par leur achat que les consommateurs, au fond, déterminent ce que doit être la production, finalement. Voilà, je voulais donner ces trois coups de projecteur sur ces trois choses-là. La dernière étant, effectivement, je pense que ça peut être un but commun pour beaucoup d'entre nous, hein, de dire, bon, bah, il faut changer, il faut évoluer, il faut résoudre des problèmes, etc. Et positivement aller vers un certain nombre d'évolutions qui sont nécessaires. Bonjour et merci pour votre accueil. Je suis Noémie Degrenier, je suis co-directrice générale de Copanam, qui est une coopérative dont je vais vous parler juste après. Et comme je suis la seule voix féminine de cette tribune, j'imagine que mon temps de parole est décuplé. Voilà, donc je vais m'efforcer d'être la plus longue possible. Copanam est une SCOP statutairement, une société coopérative ouvrière de production qui rassemble aujourd'hui à peu près 800 personnes et à peu près autant d'activités économiques, puisqu'on est une coopérative dans laquelle viennent s'agréger, et plus que s'agréger, se salarier, tout un ensemble de gens qui sont des travailleurs autonomes, puisqu'ils ne sont statutairement pas indépendants, puisqu'ils sont salariés de la coopérative, mais au quotidien, ils développent leur propre activité. On accueille aussi bien des jardiniers et des jardinières que des consultants, consultantes dans tous les domaines qu'on peut imaginer, des artisans, enfin, voilà, toute une grande diversité de métiers. C'est une coopérative multi-activité dans laquelle on essaye de réinventer un rapport au travail sur une base de solidarité, hein, d'entraide, qui est au fondement du projet coopératif, mais aussi de réinventer d'une certaine manière le travail et le salariat. On a une interprétation du salariat dans laquelle finalement le lien de subordination, pour le dire de manière avec un euphémisme, n'a plus beaucoup de place, n'a plus de place du tout. Et de se dire comment est-ce qu'on arrive à reconstruire des collectifs solidaires au-delà du lien de subordination, ce qui n'est pas si simple étant donné la manière dont est structuré le droit social aujourd'hui. Ce type de coopérative a émergé dans les années 90, donc quand même très longtemps avant Uber. La problématique de la protection sociale du travailleur indépendant et du travail autonome n'est pas née avec les grandes entreprises américaines et européennes et les grandes plateformes qui se développent aujourd'hui. C'est depuis les années 90 en réalité qu'il y a un vrai mouvement d'externalisation du salariat en dehors des entreprises et qu'on trouve cette problématique de voir des gens qui ne sont pas des chefs d'entreprise, qui n'ont pas une aspiration à devenir chefs d'entreprise, mais qui sont des gens qui veulent travailler, qui veulent vivre de leur métier et de leur savoir-faire en respectant leur déontologie, qui ne trouvent plus leur place au sein des entreprises, et notamment des grandes entreprises dans lesquelles le management s'est considérablement durci. Et dans beaucoup d'institutions, on observe aujourd'hui des phénomènes de perte de sens. Et puis toute une partie de la population qui trouve plus sa place tout simplement parce qu'il y a un chômage structurel extrêmement important et que quand on est trop vieux, trop jeune, trop diplômé, pas assez diplômé, etc., on peine finalement à trouver du boulot ou à réussir à le garder. Du coup, ces coopératives, elles sont nées de cette manière-là. Je vais juste, pour vous situer un petit peu le sujet, après je vais raccrocher avec les enjeux de recherche et du livre blanc, ne vous inquiétez pas. Juste pour vous dire qu'il y a la coopérative, elle apporte quelque part, enfin on construit ensemble 4 formes de sécurisation pour ces personnes-là. La première, c'est que la responsabilité juridique de l'ensemble des activités économiques qui trouvent leur place dans la coopérative, elle est bien portée par la personne morale qu'est la coopérative et n'est pas sur la tête de chacun des entrepreneurs salariés de la coopérative. Immense différence avec le statut d'auto-entrepreneur, hein, où je suis ma propre petite entreprise personnelle. Là, on est bien sur une forme de socialisation de ce risque-là, et de se dire c'est l'entreprise qui assume les responsabilités et non pas les personnes physiques. La deuxième chose, c'est qu'on mutualise tout ce qui est d'ordre comptable, administratif,
la paye, etc. C'est bien la coopérative qui est responsable devant les institutions des activités qui se développent à l'intérieur. Et que ça nous permet, en réalité, on se co-salarie dans la coopérative et donc on accède au statut de salarié, alors même qu'on a des pratiques de travailleurs autonomes. Et ça, évidemment, ça veut dire qu'à chaque fois que je me paye, le statut de salarié étant en France aujourd'hui le plus favorable à la protection sociale, le plus protecteur, pour encore au moins quelques semaines. Voilà, tout ça va évidemment évoluer rapidement, on l'imagine, mais il y a un état d'esprit, en tout cas, qui est de trouver la meilleure manière de se protéger. La troisième forme de sécurisation, c'est quelque chose qui est à la racine des organisations d'économie sociale. C'est qu'en réalité, c'est surtout un cadre collectif. Quand je rentre à Copanam, je trouve 800 collègues, 800 personnes qui partagent les mêmes conditions de travail et pour une bonne partie les mêmes aspirations. Et on va pouvoir chercher ensemble des solutions à nos problèmes. Donc c'est rarement la coopérative qui apporte des solutions clés en main à des problématiques telles que trouver des clients, comment m'organiser, comment construire des liens de coopération sans utiliser les outils classiques que sont la hiérarchie et la subordination. Comment réussir à articuler ma vie personnelle, ma vie professionnelle, enfin voilà, toutes ces problématiques auxquelles on est confronté. On va trouver des cadres et des endroits dans lesquels on peut réfléchir, discuter ensemble, élaborer des solutions. Et je crois que c'est dans une intervention précédente, quelqu'un disait se rendre compte, c'est déjà structuré. Je crois que c'est Lionel dans son introduction. Quand on se rend compte de sa condition, quelque part, qu'on peut échanger avec d'autres, on se sent plus fort et on sent le collectif derrière soi, y compris quand on est en pleine négociation avec un client qui essaye de faire baisser honteusement le prix de votre prestation. Si j'ai discuté avec mes collègues pour dire qu'en dessous de tel tarif, ça n'est pas acceptable, je me sens quand même nettement plus fort dans ces négociations-là. Donc ce côté reconstruire des cadres collectifs qui permettent d'imaginer, y compris de la conquête de droits sociaux et de se renforcer les uns les autres. Et puis la quatrième dimension de sécurisation qui est liée à ça, elle est sur cette question du sens que j'évoquais tout à l'heure. Je ne sais pas si vous êtes Moi je lis régulièrement évidemment les enquêtes qui sortent sur le travail et l'emploi. Le problème principal, un des problèmes principaux qu'on trouve, c'est bien celui-là de la perte de sens, aussi bien chez les travailleurs précaires que chez les travailleurs salariés, que chez les fonctionnaires, que dans le privé, et y compris, pour ne pas se voiler la face, y compris dans le monde associatif, dans le monde coopératif, on a des vrais problèmes de perte de sens dans le travail. Et il me semble que c'est une des raisons principales pour lesquelles les gens arrivent jusqu'à la coopérative, et qu'il y a une double dimension derrière cette quête de sens dans la coopérative. La première, c'est l'autonomie. Je reconstruis mon métier, mon activité, et du coup je fais des choses qui ont sens pour moi parce que c'est moi qui ai la main dessus, je suis le maître ou la maîtresse de mon activité. Et la deuxième, c'est que j'encastre ça dans une entreprise qui est démocratique. Une coopérative, c'est bien une entreprise, on est une société anonyme, mais on est bien une société de personnes, qui est structurée autour d'un projet collectif et qui fonctionne de manière démocratique. Alors je ne me lancerai pas ce matin dans qu'est-ce qu'on entend par démocratique, mais en tout cas c'est une entreprise dans laquelle j'ai vocation à en devenir associée. J'ai même l'obligation au bout de 3 ans de présence de devenir associée de la coopérative, de participer aux décisions collectives. Je peux être élue au conseil d'administration, participer à l'une des nombreuses instances que notre créativité débordante ne cesse d'imaginer. Participer à la vie de l'entreprise, pas uniquement sous le sceau de la participation, mais réellement, statutairement, la coprésidence du conseil d'administration est portée par des entrepreneurs salariés qui sont majoritaires au conseil d'administration. Enfin, il y a toute cette dimension-là. Vous allez me dire que c'est passionnant, mais quel rapport avec la recherche ? Et bien, en réalité, quand on regarde, donc Copanam s'est créé en 2004. En 2006 naissait la toute première commission qui était la commission recherche de la coopérative. Cette commission recherche, elle avait vocation d'abord à asseoir une forme de légitimité sur cet ovni entrepreneurial qu'était la coopérative, et à travers des partenariats avec le monde de la recherche, chercher à confronter ce qu'on faisait évidemment, et aussi à le légitimer d'une certaine manière. On avait des combats juridiques et puis on avait des combats dans le monde académique finalement pour faire reconnaître nos pratiques.
Mais très vite, on s'est rendu compte que c'était pas si simple. Et cette commission recherche, elle a aussi permis de structurer une forme de parole à la première personne au sein du monde de la recherche, et de se dire, en fait, ce serait peut-être bien qu'on commence par écrire nous-mêmes les propres articles qui parlent de nous, parce que les premiers articles qui sont parus nous semblaient assez décalés par rapport à la réalité et au projet qu'on portait. Donc ça a été extrêmement important. Et si ça s'arrêtait là, cette commission recherche, aujourd'hui, elle a changé de nature. Copanam est plutôt reconnue, notamment dans le petit milieu de la recherche en économie sociale et solidaire. La commission recherche et un certain nombre de personnes ont publié des articles juridiques, économiques, en sciences de gestion. On a accueilli énormément d'étudiants en master, puis des doctorants, etc. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que cette commission recherche, dès le début, elle s'est articulée avec une dimension, avec la structuration d'universités internes à la coopérative, d'universités d'Automne à l'époque, et que du coup, cette articulation entre recherche et éducation populaire a fait qu'aujourd'hui, cette dimension de recherche, elle est centrale dans la construction du projet politique et stratégique de la coopérative. C'est les partenariats qu'on a pu nouer avec différents chercheurs, puis différents organismes de recherche, puis des doctorants, etc., est réellement quelque chose qu'on utilise pour faire société, qui est la devise de Copanam. C'est réellement le temps. Il y a plus de monde aux universités qu'à l'Assemblée générale de la coopérative, pour vous donner une idée. On utilise réellement ces travaux qui sont faits soit en interne par les coopérateurs, soit par les chercheurs qui sont autour de nous et qui, pour certains, ont un vrai compagnonnage avec la coopérative, avec des programmes de recherche-action assez ambitieux qui peuvent être menés, etc. Et ça nourrit vraiment comment on fait ensemble, qu'est-ce qu'on veut devenir, comment ça marche, etc. Prendre conscience de ce qu'on fait. Enfin, il y a une importance très grande de la dimension de recherche pour tout ça. Juste un petit exemple en passant. Par exemple, ces 3 dernières années, on a travaillé avec 2 chercheuses, 2 sociologues du travail, pour structurer une recherche-action sur les revenus et temps de travail des coopérateurs. C'était la grande inconnue. Nous, on a les fiches de paye, mais comment savoir combien de temps les gens travaillent, puisque c'est une transformation de chiffre d'affaires, donc le nombre d'heures indiqué sur la fiche de paye ne reflète pas forcément un temps de travail effectif. Comment savoir combien de temps les gens travaillent? Est-ce qu'ils vivent bien? Quels sont leurs autres revenus? Comment se structurent leurs activités, etc. On a passé 1 an à construire le questionnaire avec l'équipe de chercheuses. On a passé 1 an à réussir à sortir les résultats de ce questionnaire qui était extrêmement complet, et puis une autre année à analyser, à mettre en forme une forme de livrable appropriable par les coopérateurs et par ceux que ça intéresse, qui doit sortir à la fin du mois d'août. Ça a été extrêmement important, par exemple, pour se rendre compte des conditions de vie et se faire réellement un groupe et voir quelles étaient les orientations stratégiques. Et ça aussi, ça m'emmène sur en quoi le livre blanc. On a rencontré l'Alice il y a quelques années. On a pu participer modestement au livre blanc. Et on est aujourd'hui membre de l'Alice avec plaisir, parce qu'il nous semble que c'est vraiment important. Et c'est notamment pour moi en tout cas, la prise de conscience a été autour de cette recherche-action sur les revenus, sur laquelle énormément de coopérateurs ont donné beaucoup de leur temps en tant que contributeurs de cette recherche. Sauf que quand on analyse la structure du travail et la structure des revenus, on se rend compte que tout ce travail-là, le fait qu'il ne soit pas payé, ça pèse lourdement sur le salaire moyen du coopérateur. C'est-à-dire on est dans un processus d'entreprise très innovante et qui veut faire participer les premiers concernés au premier chef, sauf que n'ayant pas les moyens de rémunérer ces contributions, en réalité, on a des gens qui effectivement s'investissent dans le projet, mais c'est autant de temps qu'il n'est pas facturé et qui ne vient pas grossir leurs revenus. Ça interroge profondément la dimension de nouveaux mécanismes de financement de la recherche, mais surtout de reconnaissance de la diversité des acteurs de la recherche dont nous faisons partie, sans en avoir aujourd'hui la reconnaissance, et donc avec un bénévolat énorme qui repose sur des personnes qui n'en ont pas forcément, en réalité pas forcément les moyens. Autre chose qui me semble réellement important dans ce livre blanc, c'est la manière
dont est construite la catégorie d'acteurs est revenue plusieurs fois dans la première table ronde l'expression de monde associatif, et je crois qu'un des grands pas du livre blanc est d'avoir dépassé cette conception. Alors c'est facile, je viens du monde coopératif, forcément ça m'arrange. Mais je crois profondément, naviguant entre les mondes de l'économie sociale et solidaire et entre celui des travailleurs indépendants, vu la nature de mon travail, je crois réellement qu'il y a une alliance à faire sur ces sujets-là de tous ceux qui se reconnaissent dans une forme d'économie du travail, et qu'effectivement, bien souvent, la quête de sens est fondamentale pour l'ensemble de ces acteurs, et que cette quête de sens, elle amène aussi à être dans des postures de recherche-action, d'avoir envie de contribuer à cette cause commune qu'est l'avancée de la connaissance et de changer le monde finalement. Alors c'est pas forcément complètement homogène, hein, évidemment, c'est un monde très large, mais en tout cas, je crois réellement que c'est la bonne catégorie d'acteurs et que c'est bien un mouvement social de cette ampleur qu'il faut susciter, plutôt que de se cramponner à ce dont on a l'habitude, vu comment est structurée la société civile en France, c'est-à-dire des considérations de statut ou des considérations de type marchand-non marchand, dans lesquelles bien des organisations finalement peinent à se positionner aujourd'hui. Peut-être un dernier enjeu qui me semble important, c'est que ces enjeux de recherche-action, ils sont extrêmement importants pour Copanam en tant que structure, je pense que vous l'aurez compris. Mais ce qu'on essaye de creuser aujourd'hui, c'est aussi la dimension au niveau des activités économiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent en essayant de s'inventer un métier ou de faire évoluer des pratiques professionnelles pour leur redonner du sens, voilà. Et la dynamique de recherche-action, l'appropriation des outils de la recherche me semble être et pour l'ensemble de la commission recherche de la coopérative, est un enjeu extrêmement important, aussi du point de vue de comment construire un travail qui soit source et vecteur d'émancipation pour les personnes. Et ben, c'est aussi en impulsant à l'intérieur de nos pratiques professionnelles des pratiques de recherche-action qui nous permettent de nous remettre en cause, d'avancer et de donner du sens à notre action en continu. Voilà à peu près ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Juste finir, quelque part enfoncer le clou, mais il me semble qu'il y a un enjeu extrêmement important à la fois pour des structures comme Copanam, mais aussi pour la société dans son ensemble, d'investir dans cette forme de recherche et de développement citoyenne qu'appelle de ses voeux l'ALICE. Juste rappeler qu'une institution comme la sécurité sociale, elle est née des expérimentations qui se vivaient dans le monde ouvrier à la fin du 19e siècle ou au début du 20e. Je pense réellement que la société qu'on a à reconstruire aujourd'hui, elle trouve... il y a énormément d'expérimentation dans ce monde, ce tiers-état de la recherche, comme pour reprendre l'expression du livre blanc. Il me semble qu'il y a énormément d'expérimentations qui peuvent inspirer une nouvelle manière de faire société, et que donner les moyens à ces expériences de faire leurs preuves et d'inspirer le monde qui vient est extrêmement important. Bien, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Lionel, je suis Sylvain Perret, je représente Michel Eddy, qui PDG du CIRAD, qui, au moment où je vous parle, doit finir son discours d'introduction aux journées annuelles du CIRAD. Et évidemment, c'est un moment qu'il ne pouvait pas manquer. Sinon, je peux vous le dire, il me l'a assuré, il serait bel et bien à cette table pour vous parler ce matin. Il aurait assisté à l'essentiel de l'événement. Mais voilà. Donc, j'ai l'honneur de le représenter, de représenter l'établissement. Bon, il se trouve que je suis... Ah, il faut que je parle plus fort. Il se trouve que je suis concerné par cette relation entre le CIRAD et Alice et ses partenaires depuis quelques mois maintenant, et que c'est avec intérêt que je suis donc ici. Bon, nous, on vient aux assises, alors on représente la recherche par rapport aux autres participants de la table ronde. Le CIRAD, c'est un EPIC, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. On travaille sur le rural, sur l'environnemental, sur l'alimentaire, sur la santé dans les pays du Sud. Donc ce mandat Sud nous donne à la fois une responsabilité particulière et du coup, par rapport à ce que fait Alice et comment se structure l'action d'Alice
En tous les cas, dans ces phases initiales, on ne se sent pas toujours totalement en phase pour démarrer, mais on accompagne. Et on vient à ces assises avec, je dois le dire, beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Je vais essayer de décliner rapidement, je vous le promets, quelques questions qu'on se pose. On n'arrive pas du tout ici avec des réponses, on arrive avec beaucoup de questions, avec beaucoup d'humilité, donc avec de l'intérêt énorme et avec, je l'espère, de l'engagement. En tout cas, peut-être dans les temps qui viennent, plus d'engagement que ce qu'on en a montré jusqu'à présent. Je remercie Lionel pour les mots gentils qu'il a prononcés à l'égard du CIRAD, mais c'est vrai qu'on a été finalement présent, mais en étant un peu finalement plus accompagnant que acteur direct de toute cette affaire. Donc notre affaire finalement à nous, c'est le développement au sud. Je voudrais, pour essayer de résumer mon intervention à quelques phrases, pour ne pas faire trop long et finalement quitte à être caricatural, tant pis, je dirais que nous, notre fonds de commerce, c'est quand même de gérer les suites de la Révolution verte. Ça, pour les plus anciens d'entre nous et qui ont plutôt une valence nord, c'est un petit peu les 30 Glorieuses qui sont passées maintenant il y a une trentaine d'années pour l'Europe et les États-Unis. Leur pendant en sud, ça a été la Révolution verte, qui elle s'est terminée avec les ajustements structurels de la Banque mondiale il y a une vingtaine d'années. Mais ça laisse encore des traces aujourd'hui très fortes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la croyance de beaucoup d'acteurs, et encore aujourd'hui, plus d'engrais, plus de produits phytosanitaires, plus d'irrigation, plus de mécanisation qu'on fourgue à ces braves populations du Sud, évidemment dans un message assez univoque et linéaire. Tout ça va résoudre beaucoup de problèmes d'alimentation notamment. Alors ça a marché dans 2 endroits du monde, tels que l'Asie, pour des raisons, ce n'est pas l'objet ici d'en discuter. En Afrique, ça a été, pour résumer, un fiasco. Et ça ne marche toujours pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et par rapport à ce qui nous préoccupe, la façon de faire, je ne parle pas simplement des produits qu'on essaie de fourguer, tout ce matériel agroalimentaire, de l'agribusiness et de la pharmacie agroalimentaire qui débarque, mais c'est aussi la façon de faire. La façon de faire, c'est, il y a des récipiendaires, des bénéficiaires, comme on les appelle toujours beaucoup, qui reçoivent toutes ces technologies. Pour arriver à ce que je voudrais dire aussi, c'est que pour nous, je peux vous dire rapidement ce qu'on fait, mais l'obstacle principal qu'on rencontre dans c'est une espèce de renouvellement d'une forme d'alliance entre ce que l'on fait et les sociétés du Sud. Ce n'est pas les sociétés du Sud qui sont l'obstacle principal. Les populations sont très très ouvertes à toutes ces relations qu'on noue avec elles de différentes formes dont je vous parlerai rapidement. Ce sont surtout les bailleurs de fonds, les politiques, qui sont encore dans ces vieux schémas. C'est pour ça que je n'hésite pas à remettre sur le tapis cette histoire de révolution verte, parce que ça a laissé des traces, et encore aujourd'hui, tout un tas de politiques nous demandent, nous recherchent du Nord, travaillant avec les pays du Sud, de fournir des solutions. Et en gros, quels que soient les moyens. Et la façon de faire importe peu. Or, on a découvert, on a entamé du temps, le construire, on le fait en toute humilité, mais toute cette histoire post-coloniale qui est la nôtre, on l'assume. On a été créé, les instituts qui ont créé le CIRAD après coup, ont été des instituts coloniaux, puis post-coloniaux, et consistaient en gros à fourguer des solutions. La façon de faire importait peu. Aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est au moins aussi importante que les solutions qu'on peut apporter. On en apporte, c'est notre job finalement, mais la façon de faire, ce gain de sens qui a été abordé par différents intervenants à la table ronde, est aussi important. Donc, alors, on essaie d'avancer, on ne part pas de rien non plus, on ne vient pas aux assises en se disant qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant pour changer, et notre fusil d'épaule est être un peu plus intelligent et travailler en intelligence avec des temps et des espaces de coordination, de collaboration avec ces populations du Sud avec lesquelles on travaille. On vient pas ici les mains vides. On a quelques initiatives. Alors les thèmes qui nous préoccupent beaucoup, c'est la gestion des ressources naturelles, dans un objectif de durabilité, la transition agroécologique, la sécurité alimentaire, la santé animale et humaine lorsqu'il s'agit de zoonoses, les problèmes d'accaparement de terres, qui sont très importants, notamment en Afrique. Bon, pour ce faire, on a commencé, on a des activités qui se déroulent depuis 15-20 ans autour de ce qu'on peut parler de sciences, de recherche participative, de recherche-action, ça a été mentionné aussi tout à l'heure, des bases de données interactives de type wiki qu'on développe autour de l'accaparement des terres, de l'épidémiologie participative, de l'amélioration variétale participative, etc. Et autant de témoignages qui pourront être faits durant ces assises. J'ai des collègues du CIRAD qui viendront, avec d'autres de l'IRD, de l'IRSTEA, même de l'INRA, avec lesquels nous travaillons régulièrement, au sud comme au nord. Mais pour moi, la question n'est pas tant là. Bon, bien sûr, il faut qu'on avance encore là-dessus. C'est cette question aussi des sociétés avec lesquelles on travaille. Dans le sens où, comme je l'ai dit, les obstacles que l'on rencontre ne sont pas tant au niveau des populations, où on travaille très très bien au local, au territorial. Deux questions se posent. La question de la montée en échelle.
qui nécessite des politiques publiques appropriées et une écoute des politiques avec des moyens, des modalités d'action pour accompagner les efforts qu'on essaie de faire avec les populations pour monter en sujet d'études, en gamme et en objectifs au-delà du local. On travaille très très bien au local, sur de petits territoires. Dès lors qu'il s'agit de changer d'échelle, on nous regarde avec beaucoup de bienveillance à ces échelles-là, parce que finalement on ne fait pas beaucoup de mal et puis on ne perturbe pas l'ordre établi. Mais dès lors qu'on veut changer d'échelle, on commence à toucher à des préoccupations de type politique publique. Et là, le niveau national bloque souvent, et il faut le dire, au sud, Moussa pourra peut-être confirmer sur le cas Sénégal, mais c'est vrai que local, territorial, ça marche très bien. Dès qu'on passe au niveau national, on rencontre des politiques un peu plus rigides, un peu moins ouverts à ces changements, et voilà. Donc cette espèce de mur de verre, de plafond de verre qu'on rencontre, ça c'est aussi des choses dont on veut discuter. C'est pour ça que dans cette arène de débat et de discussion que constituent les assises, on voudrait vraiment discuter de tous ces points-là. L'autre point que je voudrais, évidemment, on ne peut pas uniquement accuser l'extérieur de constituer ce plafond de verre. On en a en interne des plafonds de verre, et de multiples. Comment évaluons-nous nos propres chercheurs? Comment un chercheur qui est un minimum pluridisciplinaire, ouvert aux autres, qui travaille beaucoup sur le terrain, qui travaille en interaction, qui du coup peut-être répond un petit peu moins au canon habituel de la recherche, qui est la publication, l'encadrement de doctorants, etc., s'il ne délivre pas autant dans ces canons habituels, comment l'évaluer de façon un petit peu constructive, réaliste, sur d'autres façons de travailler? C'est difficile. Et là aussi, on chemine doucement, on essaie d'avancer. C'est pas facile non plus. Et encore, quand bien même on aurait les bonnes façons d'évaluer et de gérer ces chercheurs, quelle méthode appliquer? Là aussi, on est encore un petit peu juste. Je pense que les équipes que j'ai mentionnées sur les sujets que je listais tout à l'heure commencent à avancer, se calent au niveau méthodologique, mais il y a encore de gros efforts à faire. Et là-dessus, on a... Enfin... En termes de moyens, on est peut-être un peu juste aussi. C'est-à-dire qu'on consacre beaucoup de moyens de recherche à des terrains, à des problématiques, et un peu moins sur le développement méthodologique. Parce que c'est comme ça, parce qu'on est un épique, parce que les temps sont durs. Et là, j'en appelle aussi, peut-être par rapport au discours, en dialogue avec les acteurs bailleurs et politiques qui nous encadrent, qui sont nos tutelles, voir avec eux la nécessité de renforcer nos soubassements méthodologiques pour aborder cette nouvelle forme de recherche. Moi, je vois les efforts considérables qui sont consentis par les équipes, qui non seulement doivent délivrer de la science, travailler en relation avec des populations, travailler, mais en plus faire leur propre développement méthodologique, et souvent partant de pas grand-chose. On ne sait pas comment faire pour gérer des ressources naturelles de façon, pour prendre un exemple, de façon participative, en accompagnant les populations sur le terrain. Il a fallu au CIRAD, en collaboration avec l'INRA et avec Kirstea notamment, créer de toutes pièces tout un corpus méthodologique autour de, par exemple, la démarche commode. C'est quelque chose que le CIRAD et ses partenaires ont créé de toutes pièces. Et ça, c'est pas toujours facile, y compris en interne, à dire aux équipes, écoutez, vous êtes gentils, mais il y a des projets, faites de l'argent, délivrez des solutions sur le terrain, mais il y a ce sous-bassement méthodologique qui n'est pas toujours en place, et donc il faut développer. Donc c'est presque la double peine pour le chercheur qui s'engage dans ces démarches. Il doit s'équiper méthodologiquement, confronter ses pairs qui le jugent parfois un petit peu l'hurluberlu, qui va travailler avec des populations et qui fait des choses un peu étranges, et puis en même temps, il n'est pas reconnu dans sa trajectoire professionnelle, comme il pourrait l'être, comme un chercheur académique un peu plus traditionnel, planqué dans son labo. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire. Donc maintenant, pour une note très positive, moi je crois que nous on est vraiment très positif, et c'est pour ça qu'on est très intéressé, très engagé, parce que, encore une fois, je le répète, les réactions, les collaborations que l'on noue à l'échelle locale et territoriale avec des populations, avec des acteurs du développement, des autorités locales, des ONG, tout ça est extrêmement positif. Et tous ces gens-là nous aident à nous construire méthodologiquement, aident nos chercheurs à se retrouver, à se reconnaître, et finalement, au diable de la reconnaissance académique, quand on a une population qui apprécie les travaux que vous pouvez faire avec elle, c'est aussi du bonus. Mais je crois aussi qu'il faut que ce chercheur citoyen, si je peux dire ça comme ça, il n'est pas encore si répandu que ça dans nos équipes. 1600 chercheurs au CIRAD, enfin 800 chercheurs et 400 au Sud. Je dirais que parmi ceux-là, allez, je ne vais pas donner de chiffres, mais il y a une très faible proportion est encore engagée dans cette forme de recherche. Ça ne fait qu'augmenter. Mais encore une fois, si on ne lève pas ces mini plafonds de verre internes qu'on a en termes d'évaluation, en termes de méthodologie, on aura du mal à passer. Et ça nécessitera les appuis de politique, de bailleurs de fonds. Un dernier mot, c'est qu'au Sud,
on est dans une problématique un petit peu différente de ce que disait Lionel tout à l'heure sur une montée en éducation, en niveau d'éducation, en conscience de ce que peut apporter la connaissance dans les populations du Nord. Au Sud, on n'en est pas encore tout à fait là. Ceci étant dit, il y a beaucoup de savoir et de savoir-faire qui circulent au Sud. C'est même pas historique, c'est millénaire. Et ça, on l'a un peu oublié pendant cette fameuse révolution verte. Et aujourd'hui, il est aussi temps de remettre en valeur toute cette connaissance, tous ces savoir-faire, toute cette habitude du partage de la connaissance, qui est un bien commun naturel pour ces populations du Sud. Et nous, en tant que chercheurs, c'est un des aspects méthodologiques qu'il faut qu'on développe, c'est s'appuyer encore plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent sur tout ce savoir-faire, cette capacité d'échange. Ça, c'est important. Cette capacité d'échange et de partage des populations du Sud qu'on a complètement oublié, il faut le dire, pendant 30 années de cette révolution dite verte. Merci. Bon, comme vous pouvez voir, la configuration de la salle est tout à fait parfaite pour un dialogue équilibré et équitable entre cette partie-là et cette partie-là, mais bon, c'est comme ça. Donc, je vous donne... voilà, vous avez Laetitia, Sébastien, pour un échange. Alors, c'est pas question-réponse, c'est aussi des points de vue, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous en attendez, des questions que vous posez, éventuellement des questions que vous posez auxquelles on n'aurait pas énoncé des éléments de problématique. Donc, allez-y. Là, pour le coup, on a une bonne quarantaine de minutes pour y aller. Ouais. Oui, je veux être la première à poser la question. Vous savez que c'est le plus difficile. Hein. D'abord, vous remercier pour ces assises que je trouve vraiment extraordinaires et j'en suis comblée parce que je suis de Montpellier-Rennes depuis 50 ans. Et donc, j'ai vécu le milieu montpelliérain et connu. J'ai été pendant 12 ans médecin conseiller directeur de l'Académie de Montpellier. Donc, je connais très bien comment fonctionne le mammouth. Et donc, ravie d'entendre tout cela. Puis, pendant 16 ans, j'étais en coopération en Tunisie, au département de médecine communautaire de la faculté de médecine de Sousse. Donc, ce cursus me permet de dire aujourd'hui que je suis vraiment heureuse et ravie de ces démarches. Et je buvais vos paroles à vous tous. Merci beaucoup pour cette organisation. Et je voudrais remercier ici... dire ma reconnaissance à Louis Malassis, qui a donc été le fondateur d'Agropolis. Et je regrette vraiment la disparition d'Agropolis Museum, qui est vraiment un endroit formidable pour l'éducation et pour... ça, c'est un petit mot. Et bon, c'était d'abord pour vous dire que cette introduction, le remerciement d'être ici, et je continuerai à parler de... Nous avons une contribution le 5 dans l'atelier sur les perturbateurs endocriniens et l'agent orange. Sur l'agent orange, c'est l'atelier agent orange. Voilà, l'agent orange, perturbateur endocrinien, avec la création de FAP, qu'on a changé à notre dernière réunion, qui devient AFAP, l'association pour l'expertise de l'agent orange et des perturbateurs endocriniens, qui va présider le professeur Charles Sultan. Donc nous aurons largement l'occasion d'en parler, et je vous remercie encore une fois. Merci à vous. Bonjour, je suis paysanne et productrice de semences, et j'ai l'habitude de travailler avec des chercheurs. Je voudrais réagir par rapport à ce que vient de me dire Monsieur Sylvain Perret, qui a parlé de partage de connaissances qui était naturel dans les pays du Sud. Je suis absolument pas d'accord avec vous. Il n'est pas une question de nature, mais une question de culture. Nous avons, dans les pays du Sud, dans les pays du Nord, des cultures différentes. Et je trouve très, très important de ne pas rabaisser la question de la culture à une question de nature, parce que c'est une question humaine. Les semences sont à l'articulation de la nature, mais aussi de la culture. Et quand on parle de semences anciennes, souvent on nous dit qu'elles sont arrivées de façon naturelle, comme si depuis des millénaires les avaient pas pensées et les avaient pas organisées. Et à rabaisser
la culture, enfin je dirais rabaisser, c'est pas qu'il y a, mais je veux dire à assimiler, c'est ça plutôt qui est juste, à assimiler la culture à quelque chose de naturel, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Ma réponse va être rapide. Ma langue a fourché, je m'en excuse. Dans le feu de l'action, j'ai prononcé le mot nature. Ceci étant dit, on pourrait débattre aussi du mot culture, qui lui-même est lourdement chargé par instant. Mais en gros, je suis tout à fait d'accord avec vous et je m'excuse pour le fourchement de ma langue. Jusqu'ici, tout va bien. Je voudrais me situer dans la suite de ce qu'a dit tout à l'heure Lionel sur il n'y a pas de moyens, très peu de moyens pour un travail entre la société civile et le dispositif de recherche. Et j'ajoute, il y en a même moins qu'avant. Il se trouve que j'ai eu à travailler avec le ministère de l'Écologie et du Développement durable, qui avait des financements de programmes de recherche, et j'ai même appuyé un programme qui justement voulait favoriser le travail entre les organisations de la société civile et la recherche. Le CIRAD d'ailleurs en a bénéficié, l'INRA aussi, et bien d'autres en a bénéficié pour leur travail et pour la pertinence même de leur travail. En partant, comme ça a été évoqué, d'une question pas très bien structurée, justement pour aboutir à une structuration de ça. Donc, j'insiste beaucoup, moi, sur la capacité des porteurs des politiques publiques pour pouvoir engager eux-mêmes créer des communautés de recherche à partir de leurs propres problèmes, et même de manière plus avancée. On dit souvent, il y a un malaise, quel est le problème? Quel est le problème? Quelle est la communauté scientifique dont j'ai besoin pour avancer dans ce domaine? Et toutes ces démarches-là sont très largement sous-estimées, elles coûtent, et il est important d'en trouver des moyens. Alors, pour expliciter pourquoi est-ce que ceci est pour nous un très gros enjeu, c'est que en général, le temps passé à arriver à produire de la recherche n'est jamais calculé dans la société. Pour une entreprise privée, avant de générer un objet ou une démarche de recherche ou de développement, il y a un travail en amont, il y a la réflexion, il y a du temps perdu, il faut beaucoup de temps perdu pour en gagner un petit peu. Dans une entreprise à caractère capitalistique, on peut avoir assez. Il y a quand même des fonds financiers qui permettent à une partie de ce temps-là d'être pris en considération. Dans le monde de la recherche, ça fait partie du temps de réflexion, de lecture, d'échange. Bon, certes, de moins en moins, mais quand même, le métier de la recherche est un métier qui permet de la lecture, de l'échange, de l'incubation, de la digestion, tout ce qu'on veut. Le capital dont bénéficie la société, c'est essentiellement le temps. Il y a assez peu d'argent dans nos sociétés développées attribué à ces catégories d'acteurs. Donc quand on manque de capitaux, c'est ce que disait très bien Noémie, c'est le temps qu'on peut y consacrer. Or, dans une économie où de facto on valorise ce qui est monétarisé et on disqualifie ce qui ne l'est pas, il y a un enjeu à valoriser l'amont de la recherche dans les organisations qui nécessitent du temps pour arriver d'une question de recherche d'une question à la recherche à une question de recherche. Donc l'investissement qu'on appelle nos voeux, c'est un vrai enjeu structurel parce qu'on le redit, les institutions de recherche ne pourront pas naviguer dans un tissu de déshérence sociale, culturelle et économique. La recherche, elle est consistante parce qu'elle a autour d'elle un tissu solide, fiable. De la recherche dans une société complètement déliquescence, c'est plus rien. Donc chacun a un enjeu à se consolider. Et pour ça, il faut prendre en considération la nature même de l'économie des organisations dont on parle. Et donc, de facto, ces organisations-là n'ayant pas de capitaux, quelles sont les mécaniques, quels sont les dispositifs qui existent aujourd'hui, en grande partie, qu'il faudrait appuyer pour favoriser ce qu'on appelait l'amont de la recherche. Parce qu'une grande partie du travail se joue là, dans la confiance, dans le temps qu'on y passe, dans les échanges. Et c'est souvent, même parfois, des acteurs nous l'ont dit, plusieurs années.
avant d'arriver à « Ah oui, c'est ça la question qu'on se posait, c'est comme ça qu'on va y arriver ». Donc voilà, alors que donc, il faut générer des dispositifs financiers, fiscaux, budgétaires et des politiques publiques qui prennent en considération qu'une recherche solide, c'est une recherche qui prend en compte le cycle de vie des idées, des respirations et des trajectoires. Et pour ça, dans nos sociétés, manifestement, on manque de... Non pas de dispositifs, parce qu'on l'a vu avec Yves ces derniers mois, c'est pas un problème de liquidité dans nos sociétés. Il y a trop de fric. On l'a bien vu hein, dans nos échanges. C'est pas un manque d'argent. C'est le fait que ces investissements sont affichés sur ces objectifs-là. Là, ça colle plus. Parce qu'on ne sait pas quel rendement, on ne sait pas est-ce que ça vaut le coup de prendre un risque sur le futur là-dessus, alors qu'on va prendre le risque sur un nouveau moteur à diesel ou, non, justement pas à diesel, un moteur hybride, parce qu'on voit quel est le rendement. Quand on veut travailler sur une innovation sociale, le monde bancaire nous dit « mais on ne sait pas quel risque on prend, donc on ne finance pas ». Dans les abacs des banques, on ne sait pas, si je vous donne 70 000 € de R&D, vous allez récupérer quoi dans votre modèle économique où vous gagnez des choses. Donc de facto, on n'investit pas parce qu'on n'a pas les critères, les indicateurs qui permettent à des instances d'investissement et de banque de faire l'équivalent sur les biens manufacturiers ou des usines ou des matériaux. On n'a pas l'équivalent et une grande partie de nos modèles est bloquée sur le fait qu'on n'investira pas là-dessus parce qu'on ne sait pas quel risque on prend et on ne sait pas le calculer. Donc il y a un travail, y compris de fond, à faire. Monsieur, et ensuite madame et... Oui, je viens d'un autre monde et je voudrais savoir comment on pourrait trouver une complémentarité. Je viens du monde de la technologie où nous avons eu en 2006-2005 un sommet mondial sur la société de l'information et où le problème était essentiellement de savoir et de comprendre la différence entre la connaissance, l'information et le savoir et comment en assurer la gouvernance. La position de la France a été de dire que la gouvernance de ce qu'on a appelé l'Internet était un bon test de la compréhension de la gouvernance des grands problèmes de notre temps, puisque beaucoup de choses arrivaient par le digital et par le numérique. Il y a eu, à la fin du sommet mondial, l'engagement de Tunis qui a défini deux choses. C'est que la société humaine était en fait à la croisée de 4 pôles qui étaient les gouvernements, la société civile, la société privée et les organisations internationales. Et pour cela, on a... pour gérer cela dans le temps, entre l'IUT, l'UNESCO, l'ONU, a été créé le Forum de la gouvernance de l'Internet qui se réunit tous les ans. L'engagement de Tunis a aussi dit « Nous, peuple de la Terre, nous considérons que la société de l'information doit être people-centered, centrée sur l'humain, et en espagnol, c'est encore plus joli, c'est centrada en la persona ». Et l'expérience montre que le travail qui est fait depuis maintenant 40 ans au niveau de la collaboration pour les standards des machines, dans une société que j'appellerais anthropobotique, c'est-à-dire l'intégration de l'homme et de la machine, cette standardisation se fait par les gens, par les utilisateurs, et que le mot réel n'est pas de chercheur, n'est pas d'académique, mais le mot est de trouveur. Et j'aimerais savoir comment est-ce que l'on peut, les uns et les autres, apporter, vous, des millénaires d'expérience, et nous, l'expérience vécue à travers des machines qui sont des catalyseurs de la pensée humaine, le fait que on puisse progresser tous ensemble par la résonance de la raison et de l'intelligence. Merci. Du coup, je suis désolée parce que je ne vais pas réagir sur ce que vous venez de dire. Je vais réagir plutôt à la remarque de Lionel et puis aussi à ce que disait Noémie de Grenier sur la recherche et sur la méthode. Moi, je voudrais apporter un regard un peu plus optimiste. Il faut qu'on mette en avant la question de la méthode, mais je pense qu'elle est étroitement imbriquée aux objets. La preuve, c'est que quand on regarde le programme des 3 jours, les deux sont toujours questionnés ensemble. Et si on pense par exemple à la question de la contractualisation entre les acteurs, quelle que soit la forme, à chaque fois on se pose la question du milieu et des enjeux réglementaires qui sont sous-jacents. Donc en fait,
cette question de méthode, on est obligé de se la coltiner à chaque fois sur un objet particulier. Donc j'ai une petite proposition pour la prise de notes Framapad. Peut-être qu'on pourrait toujours se dire, tiens, là, est-ce qu'on met un peu en exergue la question de la méthode sur cet objet et faire en sorte de la mettre en avant? Et je pense qu'on doit se coltiner les choses ensemble. Et d'ailleurs, je vois aussi que dans le programme, il y a des vraies questions sur les données, sur la gouvernance ou sur le droit, qui sont quand même des questions sous-jacentes à tout projet collaboratif. Et justement, l'enjeu de la recherche, à mon sens, hein, c'est comme ça que je me le dis en ce moment, mais on a un peu une fonction support de la société en général, et on est quelque part un peu invisible. On est invisible parce qu'on est en transversal, et on est invisible parce qu'on doit alimenter des choses, mais même si on veut qu'on valorise de plus en plus ce qu'on fait, on alimente plutôt des acteurs qui vont mettre en action. Donc en fait la question c'est un peu nous comment on se responsabilise, et je pense que Noémie elle a commencé un peu une action, mais peut-être aller plus loin, de se dire toi quand tu rémunères ou quand tu construis ton modèle économique, tu penses à la gestion comptable, à la gestion RH, à la gestion des locaux, et peut-être que dans ces frais un peu fixes il y a aussi la recherche, puisqu'elle alimente ton mode de développement, quoi. Et que là où une boîte standard va faire de l'immobilisation, de l'investissement ou du commercial, et ben la recherche, en fait, c'est du commercial qu'on peut immobiliser ensuite. Et du coup, peut-être le considérant comme ça, on va pouvoir se vendre comme ça. Et les dispositifs fiscaux, quand même, sont assez merveilleux. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait que les grosses entreprises multinationales qui s'en emparent. Donc voilà. Et en plus, il y a vachement d'acteurs qui accompagnent les coopératives de recherche là-dessus. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on en profite et que moi, je vois que les choses vont plutôt positivement en ce sens-là. Merci. Quel voulait réagir ? Rémi ? Merci, Rémi Barret de l'IFRIS. Je vais mettre en exergue deux aspects qui ont déjà largement été soulignés, mais que je vais dire avec mes mots. Il me semble que c'est quand même des points très très forts de cette matinée et peut-être des assises. D'abord, c'est la manière dont les différents intervenants, et de ce point de vue-là, ils étaient très convergents, c'était très impressionnant, ont exprimé la valeur de cette notion recherche d'une manière qui déborde le cadre classique de ce que les chercheurs eux-mêmes considèrent comme étant leur utilité sociale et leur valeur. Je m'explique, c'est de déclarer que la démarche de recherche, au-delà d'un résultat d'une connaissance, c'est ce qui, d'une certaine façon, est la bonne manière de construire du sens. C'est la manière dont il va pouvoir y avoir appropriation et maîtrise d'un certain nombre de concepts, de notions, de savoirs extérieurs, et que, au bout du compte, ce qu'on peut appeler avec un grand mot l'épistémologie de la recherche et les méthodes de recherche ont des valeurs extrêmement profondes, et que c'est de cela dont il est question quand la société civile, entre guillemets, revendique de faire de la recherche et d'en bénéficier. Et pas seulement comme un décalque de ce qui se passe pour l'entreprise, où au bout du compte, le fait de prendre un brevet est un petit peu l'archétype du succès. Là, on est sur quelque chose d'assez différent et qui mérite approfondissement. Autrement dit, le processus lui-même. Et il va y avoir un atelier sur prospective, et d'une certaine façon, on est sur ces modes de travail collectif avec un certain nombre de règles et d'exigences et de déontologie qui sont des fondements de l'émancipation, de la stratégie, etc. Deuxième point, et là je dis avec mes mots des choses qui ont été largement dites, dans cette émergence du tiers-état de la recherche à la recherche, avec ses partenaires laboratoires, chercheurs, etc., la grande question qui est celle financière et de la prise en compte du temps, c'est la remarque et l'échange qui vient d'avoir lieu, est tout à fait centrale. Il y a plusieurs ateliers et réflexions, et déjà ce matin on en parle, et là je crois que c'est un peu le message central du livre blanc, qui est de dire
quels sont les modalités, les concepts, les techniques et derrière les politiques publiques pour faire advenir cette possibilité concrète pour des acteurs du tiers-état de la recherche de s'y investir. Alors, ce n'est pas que la question de la disponibilité financière dans l'abstrait. Je crois qu'il y a vraiment, il y a eu un petit échange là très intéressant à l'instant, de conceptualiser un travail méthodologique là et d'approfondissement sur la manière de construire des modèles économiques qui puissent s'articuler à la réglementation publique et à des politiques publiques qui permettent cela. Parce que je crois que là, on est sur le nœud du problème, mais je ne fais que redire des points qui ont été abordés par différents intervenants, et je crois qu'on est sur des axes forts de nos assises. Bon, je crois que méthode, sens, enfin pour moi ça me ramène à, en termes de méthode, déjà une bonne interprétation du partenariat. C'est-à-dire, je crois qu'effectivement, il ne faut pas que le chercheur fasse autre chose que de la recherche. Je veux dire, il ne s'agit pas de ça. Ne serait-ce que pour une raison que je vais indiquer, c'est que le chercheur, ça coûte très cher. Si vous prenez le budget de vos institutions, vous le divisez par le nombre de gens qui produisent de la recherche, de la science, donc c'est-à-dire tout ce qui est accompagnement, etc., vous le mettez derrière celui qui produit ce que doit faire l'Institut de recherche. Donc ça fait, je ne vais pas donner des chiffres, j'ai fait le calcul, mais je n'ose pas les dire. Bon, c'est très très cher. Bon, et puis c'est très précieux comme formation, etc. Je veux dire, je ne sais pas pour flatter tout le monde, mais c'est vrai. Donc je pense que le problème, c'est du partenariat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le sociologue remplace le paysan. Il ne faut pas qu'un département de la recherche-action à l'intérieur d'un institut remplace le partenariat avec des associations. C'est donc, en termes de méthode, je pense que c'est effectivement bien cette relation le plus directe possible avec la réalité, qui fait partie du cahier des charges du chercheur, évidemment, la réalité, et puis avec les partenaires des autres familles. Voilà. Et je pense qu'en termes de sens aussi, et même en termes de partenariat, ce qui est important, c'est de pouvoir projeter cette relation, ce que j'essaie de dire tout à l'heure, dans un avenir commun. C'est-à-dire qu'on cherche des questionnements communs, des défis communs, la transition, etc. Un certain nombre de choses où chacun fait ce qu'il a à faire, mais on a une boussole qui donne ce point de convergence, et puis il y a des cheminements différents, et puis ça interagit entre tout ça. Moi, je pense que c'est surtout, pour moi, c'est ce qui est la clé de la relation qui doit se construire, et la clé aussi de sa productivité. Je veux dire, s'il n'y a pas ce point, si c'est juste la relation et l'objet lui-même de la relation, si on est en relation pour être en relation, on communique pour communiquer, je veux dire, ça s'arrête vite, on est tous assez occupés, quoi. Voilà. Oui, merci. Je voudrais peut-être surtout réagir à certains aspects dont on a parlé sur effectivement les relations entre le Nord et le Sud et certaines spécificités. D'abord sur tout ce qui concerne peut-être le niveau local, tout ce qui est expérimenté et qui peut montrer de façon démonstrative, oui, ça marche. Après, ça devient plus compliqué. Et pour moi, c'est déjà là l'indication que nous devons analyser ça en lien avec à la fois le contexte historique, mais le contexte global dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec toutes ces impasses manifestées par des crises, que le monde doit trouver des modèles alternatifs d'un point de vue économique, du point de vue politique et de la démocratie. Et effectivement, il arrive qu'on fasse des expérimentations très abouties, et au moment où il faut toucher les politiques publiques, vous vous rendez compte qu'en fait, en tout cas surtout dans le contexte sud, il n'y a pas de politique. Vous voulez influencer des politiques, mais il y a des acteurs, mais il n'y a pas de politique. Au sens où, au niveau du ministère de la Pêche et autres, on est plus sur, disons, un agenda électoraliste
que la définition d'une véritable vision. Donc, ça peut foisonner de partout, des initiatives comme ça, sans amener les changements qu'il faut, parce qu'il y a une incohérence entre ce qui se passe à l'échelle locale, et à l'échelle nationale et à d'autres échelles aussi. Donc, je pense que c'est un aspect sur lequel il faut beaucoup réfléchir. À mon avis, ce qui a manqué dans nos discussions, c'est de mettre ça en lien avec un projet de société. Quel que soit le partenariat, que ça touche la recherche ou la technologie avec des pays du Sud, je crois que tous les investissements qui sont faits ne peuvent donner lieu à des changements que s'il y a un véritable projet de société construit par les acteurs en question. À ce moment-là, l'investissement qui est fait dans le partenariat peut donner quelque chose. Sinon, c'est le constat qui avait été fait de différentes tentatives, notamment en Afrique, qui n'aboutissent pas à quelque chose parce qu'on est dans une situation où le projet de société lui-même n'est pas bien posé et c'est l'influence voilà, différents acteurs, la Banque mondiale qui a un agenda, l'UNESCO, le FMI, qui ont des moyens qu'ils posent et qui influencent les politiques publiques qui sont décalées par rapport aux dynamiques réelles. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que d'un point de vue stratégique et politique, que ça concerne l'IRD ou le CIRAD ou d'autres acteurs, et les ONG également, les interventions qui sont faites sur le terrain et qui ont vocation à contribuer au changement social, je crois qu'on doit toujours veiller, c'est moi comme ça que je comprends la question du sens, à quel sens ça a pour les acteurs, quelle projection dans le futur et pourquoi on utilise telle ou telle technologie, que ce soit l'agriculture ou l'alimentation. Il y a cette faiblesse dans le débat public quand il a lieu et qui doit être dynamisé, à mon avis, par toutes les initiatives de production de savoir. Sinon, on fait des choses qui sont valables, qui ont une certaine efficacité dans le champ où on l'a fait, mais qui sont réplicables nulle part parce que tous les éléments du contexte autour vont annihiler tous ces efforts-là. Donc, il ne s'agit pas seulement de faire des publications, il ne s'agit pas seulement de faire des capitalisations, mais de montrer que sur le long terme, l'action qu'on a eue a permis des aboutissements, des avancées dans cette société-là. Donc, cette question de projet de société me semble importante. Et également, donc, à ce moment-là, prendre en compte que les résistances, souvent, quand quelqu'un résiste, ce n'est pas du négatif, c'est une demande d'objectivation du changement que vous me proposez. Donc, il faut qu'on puisse en discuter à partir de mon propre point de vue. Donc, on n'est pas dans cette dimension verticale, unilatérale du savoir noble ou qui a été expérimenté ailleurs. On dit ça marche, donc ça devrait marcher ici. Et on écrase les gens, les solutions qu'ils ont. Mais c'est une demande que tu m'objectives. Pourquoi cette solution-là, elle est bonne pour moi? Et je pense que c'est une ouverture à ce moment-là à un rapport plus transversal. Alors que la notion de progrès qui est mise en avant a été introduite chez nous, disons, d'une façon qui écrase le savoir local et ses propres valeurs. Donc, quelle que soit la technologie en général, je crois qu'on doit tenir compte qu'aucune technologie n'est neutre, ni politiquement, ni socialement, surtout ni culturellement, et qu'elle demande à être comprise, mise en débat avec les enjeux, les réalités et le contexte du lieu où on doit intervenir. Et donc, mettre ça en lien avec le progrès, la culture, la technologie, je crois, c'est remettre ça au niveau du débat dans la société pour qu'on puisse profiter, disons, des innovations et des apports de la technologie ou de l'investissement et de la recherche dans les sociétés du Sud. Merci. Merci pour les commentaires, les questions. Juste un commentaire général. Il me semble qu'au niveau de la recherche, en tout cas pour ce qui concerne le CIRAD et ses partenaires immédiats, et surtout avec notre mandat Sud, on vit un moment qui est quand même... On est en plein dedans là, on est en train de changer. Et ce que je veux dire, c'est que pour nous, il y a trois grands... Ce qui était auparavant justement que des moyens, des grands moyens pour atteindre une utilité du chercheur, de son établissement. Ces moyens sont la construction de partenariats
le plus durable possible, mais comme moyen pour, chaque fois. Il y a la montée en capacité des partenaires impliqués, certains partenaires seulement, et pas forcément élargi à une plus large acception de la société civile. Là encore, uniquement comme un moyen pour développer, trouver des solutions, et vas-y que je te fourgue de façon linéaire et plutôt descendante tout un tas de solutions. Et puis troisième, c'est l'évaluation de l'impact, qui est arrivé finalement assez récemment, mais encore une fois biaisé, parce que c'était, alors on nous sort des indicateurs de type tant de pourcents de personnes sorties du seuil de pauvreté dans un territoire donné, enfin des trucs un peu génériques où il est difficile de trouver qui, quoi, qu'est-ce là-dedans, est-ce que c'est la recherche, est-ce que c'est les acteurs de développement, est-ce que c'est les petits publics, enfin bref. Donc on ne se détourne pas de ces trois grands domaines, partenariat, impact et montée en capacité, mais simplement on en fait des fins en soi. C'est-à-dire qu'avoir un partenariat qui dure avec des partenaires, y compris de la société civile, des acteurs locaux, sur des territoires, ça veut dire que chacun y trouve son compte. C'est-à-dire que les acteurs sont intéressés par ce qu'on fait. On leur apporte des informations, ils nous en apportent, on échange et on travaille ensemble. La même chose pour la montée en capacité. Ça n'est pas un moyen pour que les gens se développent, etc. C'est déjà du développement. La montée en capacité au sens d'Amartya Sen, c'est très important. Et j'insiste là-dessus, ça va vous paraître peut-être incroyablement rétrograde pour des gens qui sont très actifs dans les associations, etc. Mais pour la recherche, c'est un discours assez novateur finalement. Et c'est bel et bien là, le moment est important. C'est pour ça que ces assises tombent vraiment bien pour nous, parce qu'on est en plein dedans. Et l'impact, c'est pareil. On le raisonne aujourd'hui en faisant écho avec la démarche qu'a initiée l'INRA, et on suit avec le CIRAD, avec nos méthodes qui sont beaucoup plus constructivistes, où on essaie de regarder une large panoplie de partenaires qui travaillent avec nous et avec des acteurs de la société civile en vue d'atteindre certains objectifs. Mais cet impact, c'est plus du tout des indicateurs très globaux dont on ne sait plus qui quoi là-dedans doit retirer un bénéfice ou pas, ou crédit, mais c'est une démarche beaucoup plus constructive, beaucoup plus continue, et qu'on essaie de mettre en œuvre dès le départ des projets de recherche. Voilà, merci. Oui, vous remercie encore une fois pour cette invitation et cette table ronde qui était effectivement, que j'ai trouvé passionnante sur les autres intervenants. Juste peut-être un petit mot sur la question des modèles économiques. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit, c'est-à-dire que d'un côté, il faut que les programmes de financement de la recherche et des partenariats qui se sont structurés autour du partenariat avec l'industrie puissent s'ouvrir à d'autres choses que les nouvelles technologies, tenir compte des sciences sociales, de l'innovation sociale et de toute une pléiade d'acteurs qui aujourd'hui peinent à trouver accès. Mais il faut aussi que nous, acteurs de cette société civile ou de ce tiers-état de la recherche, on arrive à prendre au sérieux cette question aussi, à structurer nos méthodes de recherche, sans doute à avancer. J'étais très intéressée par la présentation de Résolis, parce que je pense que sur cette... de passer de la réflexivité à de la conceptualisation, à de la montée en généralité, à de la production de connaissances qui soit beaucoup plus facile à échanger, à faire circuler, c'est un véritable enjeu et c'est pas simple. Ça veut dire prendre le temps de le faire, ça veut dire aussi avoir de l'argent pour le faire, mais je crois que réellement la réflexion sur l'introduction de cette dimension R&D dans nos modèles économiques, elle ne viendra pas que de l'acteur public. Elle doit venir avant tout d'une volonté des acteurs de structurer ça et de prendre la mesure de l'importance que ça a. Voilà. Merci. Eh bien, comme ça fait à peu près 44 fois depuis 12h09 que je vois des gens qui nous font comme ça, on ne savait pas dire on va vous égorger, c'est en haut, il faut vraiment que vous arrêtiez. On arrête. Je vous donne juste 2 informations complémentaires. C'est chaque atelier est suivi par un Framapad qui est ouvert à ceux qui sont présents. Donc un Framapad est une adresse URL sur Internet qui vous sera mise en début d'atelier. Tous ceux qui veulent en direct prendre des notes et contribuer à donner à voir ce qui aura été échangé dans l'atelier, c'est autogéré dans les ateliers. Donc ceux qui souhaitent contribuer à chacun des Framapad, vous êtes bienvenus. Et l'ensemble de nos 3 journées se clora mercredi en début d'après-midi pour justement voir de ce que nous avons échangé quel contenu on en ressort et quelles sont les étapes, notamment en région Occitanie, puisque l'enjeu, je dirais, au-delà des perspectives nationales et gouvernementales que des plateformes nationales traitent, l'enjeu c'est de voir de quelle façon, dans la région Occitanie, ces questions-là sédimentent, structurent des partenariats et, comme l'a suggéré Sylvain, alimentent aux échelles locales, territoriales et politiques des choses qui vont permettre aux acteurs de travailler dans la durée de façon sereine. Et pas que dans les Suds, puisque il est intéressant d'observer qu'une partie du langage tenu par nos amis qui sont dans les Suds résonne quand même passablement dans les pays du Nord. Je pense qu'il y a quand même pas mal de Sud dans le Nord, et la manière d'avoir oppressé
inconsciemment des savoirs des acteurs socio-économiques par des institutions qui ont aussi pris l'habitude de dire le vrai à la place d'eux, je pense que le Sud est un tout petit peu partout, ce qui ne veut pas dire qu'il faut perdre le Nord, bien évidemment. Chers amis, bon appétit et à 13h30 dans les ateliers. À tout à l'heure.